Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marion Maréchal. On va commencer par un fait divers, puisqu'il y a quelques jours, un policier a été mis en examen pour avoir percuté délibérément, après un refus d'obtempérer, un scooter qui transportait 3 jeunes. Je suis favorable à l'évolution de la loi pour qu'elle permette aux policiers de percuter volontairement un véhicule dans un cas comme ça, a dit Éric Zemmour. Est-ce que vous y êtes vous aussi favorable ? Alors, Éric a voulu exprimer le fait qu'il souhaitait que soit appliquée en France une méthode qui est aujourd'hui pratiquée en Angleterre notamment, et qui consiste à dire, à partir du moment où il y a mise en danger potentielle de la vie d'autrui par l'attitude déraisonnable, si je puis dire, d'un certain nombre de conducteurs, on pense notamment au rodéo urbain. Voilà, les policiers, et c'est très encadré, vous avez raison, il faut que ce soit très encadré, peuvent en effet aller au contact pour éviter qu'il y ait en plus derrière un délit de fuite et le risque de voir des personnes percutées, comme on l'a vu il y a quelques mois avec ce jeune garçon, souvenez-vous, de 4 ans. Mais là, le risque, il est quand même pas disproportionné par rapport au délit. Qui est mort à la suite d'un accident lié à un rodéo urbain. Donc non, moi je crois qu'il y a une vraie réponse à apporter de ce point de vue-là. C'est un fléau aujourd'hui de plus en plus répandu dans nos villes et pas seulement dans nos villes, qui une fois de plus met en danger dans un certain nombre de quartiers des personnes. Et donc il m'apparaîtrait logique qu'on donne les moyens aux policiers, s'il n'y a pas d'autre solution, bien sûr, sachant de pouvoir que ça peut aller pas fonctionner, à ce contact tactique pour stopper. Ça ne peut pas fonctionner sur les rodéos, par exemple. Ce serait beaucoup trop dangereux aujourd'hui. Quand il y a un rodéo, les policiers n'interviennent pas justement pour éviter que ça tourne au carnage. Oui, mais c'est bien le problème d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, il faudrait donner les moyens aux policiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le délinquant fait le choix de violer la loi, de mettre en danger potentiellement la vie d'autrui, il est normal qu'il assume le risque que cela puisse induire. Et c'est vrai que dans le discours qu'on entend politique aujourd'hui, il y a une sorte d'inversion. Ça veut dire que c'est pas au délinquant. Risque de peine de mort de fait, parce que si vous êtes en scooter sans casque, ce qui est un délit et que vous êtes percuté sans assurance la plupart du temps, mais ça veut dire qu'au lieu de faire porter la responsabilité sur ce fameux délinquant, on fait porter la responsabilité sur le policier. Je crois qu'il y a une inversion de la charge de la responsabilité à faire. Et donc dans ces circonstances en particulier, il faut en effet prendre le risque potentiel d'arrêter ces délinquants, malgré le risque que vous dites, parce que c'est la vie potentielle d'autres personnes et d'autres innocents qui doit être préservée, bien sûr. Ça fait 1 an qu'Emmanuel Macron a été réélu, Marion Maréchal. Il veut redonner un nouveau souffle à son quinquennat, se réengager dans le débat, comme il a dit hier dans Le Parisien. Est-ce que vous lui donnez crédit ? Est-ce que vous dites que dans l'intérêt du pays, puisqu'il est là pour 4 ans encore, il faut l'aider à réussir ? Alors je sais pas, moi quand j'ai entendu Emmanuel Macron parler des 100 jours spontanément, ça m'a fait penser aux 100 jours de Napoléon qui ont quand même fini par une abdication et Waterloo. Alors c'est vrai quand on voit la trajectoire... C'est votre espoir aujourd'hui qu'il abdique ? En tout cas, quand je vois la trajectoire, je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est mal parti. Parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron quand même cumule les records historiques. Record d'entrée légale et illégale d'immigration, record de prélèvement obligatoire, donc prélèvement, impôt, cotisation, record sur les chiffres de délinquance, record sur la balance déficit de la balance commerciale, record sur la dette. Est-ce que vous dites aujourd'hui on va l'aider dans l'intérêt du pays ? Ce que je dis, c'est que j'ai du mal, et je pense que beaucoup de Français ont du mal également, à croire qu'il puisse faire en 3 mois, donc en 100 jours, ce qu'il a été incapable de faire en 6 ans. Donc c'est vrai que 4 ans, il reste pas 100 jours. Nous sommes dubitatifs, oui, mais le grand plan de relance, d'unité, les grands chantiers sont censés être amorcés à l'occasion de ces 100 jours. Donc je suis bien sûr dubitative. Maintenant, là où j'attendrai le président de la République, si je puis dire, et là où nous aimerions pouvoir éventuellement le soutenir, si tant est qu'il serve l'intérêt général. Il a une chance historique puisqu'il ne peut pas se représenter. Donc il est normalement délié de toutes les contingences électoralistes et politiciennes. C'est de répondre à 2 grandes angoisses, 2 grandes inquiétudes légitimes des Français. La première, c'est le pouvoir d'achat, on en parle beaucoup. Et là, c'est vrai que ce serait bien que le gouvernement arrête de distribuer de manière frénétique des chèques, mais apporte une réponse durable et structurelle par la hausse des salaires qui passerait par la baisse des charges. Parce qu'en fait, c'est pas le gouvernement qui décide de la hausse des salaires. Sauf que c'est le gouvernement qui prélève des charges qui sont très importantes, qui donc empêchent les entreprises de pouvoir faire en sorte de rendre davantage d'argent à ces Français. Donc plutôt que de prendre et de redistribuer, laissons cet argent, ce qui induit, et ça c'est un grand débat à lancer, je pense, une baisse des dépenses sociales dans notre pays, qui frôlent les 800 milliards par an, qui sont considérables. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on ne voit rien qui se dessine d'intéressant, puisque j'ai même vu le président de la République... Mais les Français ont besoin des aides sociales. Beaucoup de Français qui sont dans la précarité ont besoin des aides sociales. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut savoir de quoi on parle. Ne me dites pas qu'avec 800 milliards de dépenses, il n'y a pas des économies à faire. Je vais vous donner un seul exemple qui m'apparaît intéressant, et d'ailleurs,
le président de la République en a parlé lui-même pour défendre ce régime. Je pense au régime des intermittents du spectacle, par exemple, qui pourrait être un grand chantier. Je rappelle que ça, c'est un quart du déficit de l'assurance chômage. Il faut supprimer ce pour régime 3% des chômeurs. Ah, il me semble, oui, tout à fait. Ça n'existe dans aucun autre pays de l'OCDE. Et typiquement, le président réaffirme son attachement à ce régime. C'est le prix de la culture, le prix... Alors, je ne sais pas, il me semble que la culture fonctionne dans les autres pays de l'OCDE, malgré l'absence de ce régime. Ce qui est sûr, c'est que, je vous donne cet exemple, ça pourrait être un des chantiers. Et la deuxième crainte à laquelle le président devrait répondre, c'est la grande inquiétude identitaire liée, bien sûr, à l'immigration. Et là, on verra ce qu'il en est précisément avec la loi immigration. Mais là, est-ce que c'est non par principe pour vous, la loi sur l'immigration? Est-ce que vous écouterez ce qu'a à dire Gérald Darmanin? C'est pas que c'est non par principe, c'est que de ce qui se dessine, on est très loin de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'on est sur du réglage administratif, on est sur l'annonce potentielle de régularisation de clandestins quand même sur les métiers dits en tension. On est très loin du grand chantier qu'il faudrait, à la fois sur l'accès à la nationalité, sur la suppression du droit du sol, sur la fin des incitations à l'immigration clandestine. Il faut une convention citoyenne ou pas sur l'immigration? Qu'est-ce que vous appelez une convention citoyenne? C'est ce qui a été organisé sur le climat, ce qui a été organisé sur la fin de vie. Moi, j'ai le sentiment, je vais vous dire, de manière générale, que, en fait, du fait du déficit de sa légitimité et de la difficulté qu'il a aujourd'hui à répondre aux attentes des Français, Emmanuel Macron se réfugie très souvent dans des plans de marketing. Les 100 jours, c'est un plan marketing. Les conventions citoyennes, c'est un plan marketing. Les grands débats citoyens qu'il nous a fait au Monde des Jeunes, c'est un grand plan marketing. Je pense qu'on a soupé des plans marketing. Voilà, qu'à un moment donné, il y a une Assemblée nationale, il y a une représentation, qu'il donne une feuille de route et qui répondent à cette aspiration sur la question de l'immigration, qui en plus est très majoritaire au sein des Français, puisque l'immense majorité veulent une réduction et un meilleur contrôle de l'immigration. Autre chantier gouvernemental, c'est les écoles, l'enseignement, avec des augmentations de salaire qui vont aller de 100 à 230 € net pour tous les profs et des primes supplémentaires pour ceux qui en feraient un peu plus. Est-ce que c'est une bonne mesure, Marion Maréchal ? Alors, de fait, oui, parce que nous avons aujourd'hui, en effet, des enseignants qui sont trop mal payés, avec une crise des vocations, bien sûr, qui en découle. Néanmoins, j'espère que ces 3 milliards ne viendront pas s'ajouter au budget déjà considérable de l'éducation nationale, qui est près de 60 milliards, une fois de plus au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. À un moment, ça partira du budget de l'éducation. Qu'on trouvera les moyens plutôt de faire des économies sur ce budget qui existe déjà pour aller réorienter ces 3 milliards vers les salaires d'enseignants. Des économies à l'éducation nationale je peux vous dire que quand on regarde les chiffres de presse, c'est assez édifiant entre les coûts de la suradministration et le poids du personnel non enseignant, dire du personnel administratif. C'est une grande spécialité française. Il y aurait vraisemblablement des choses à voir. Néanmoins, ça va bien sûr dans le bon sens, si tant est que ce soit accompagné derrière de mesures sur les questions des programmes, sur la question des méthodes pédagogiques, sur la refonte. Il faut faire un effort sur la mixité aussi, a dit le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye, y compris dans le privé. Est-ce que c'est pas souhaitable pour éviter les ghettos, que ce soit des ghettos de pauvres ou des ghettos de riches d'ailleurs? Alors, je crois, et je suis très opposée à cette mesure, car je crois que derrière cette annonce, il y a la volonté de la part du ministre de l'Éducation nationale de relancer finalement la guerre scolaire avec le privé. Pourquoi ? Pour vouloir tout simplement dissimuler l'échec extraordinaire qui est le sien et celui de ses prédécesseurs, soyons justes, sur aujourd'hui la faillite de l'éducation nationale, et avec pour moi un aveu que je trouve absolument incroyable, c'est-à-dire de dire en fait qu'aujourd'hui l'éducation nationale ne parvient pas à prendre en charge efficacement ces enfants ou ces élèves qui sont en situation sociale délicate, elle n'est plus capable d'être un ascenseur social, donc du coup on va faire preuve d'un dirigisme forcené pour aller imposer, contre d'ailleurs la liberté scolaire, à ces établissements des quotas. Est-ce que comme Éric Zemmour, vous reprochez à Pap Ndiaye d'avoir mis ses enfants dans une école privée? Vous allez sur ce terrain-là aussi? Je trouve qu'il y a une forme de cynisme, disons-le quand même, parce qu'à un moment donné, quand on est ministre de l'Éducation nationale, on ne réforme pas cette institution parce que rien n'a été fait de significatif pour l'éducation nationale depuis des mois et même maintenant des années, si ce n'est la division des classes. Mais sur les enfants du ministre dans le privé, est-ce que c'est pas une fausse querelle ça? Vous avez été scolarisé dans le privé, une partie de votre éducation? Moi, j'ai été scolarisé 2 ans dans le privé, sinon j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Mais en revanche, je vous le dis franchement, c'est pas une honte, d'autant plus que quand on constate aujourd'hui la faillite de l'éducation nationale, ça paraît tout à fait logique. Et c'est là d'ailleurs où c'est tout à fait pervers, c'est-à-dire que lui extrait finalement ses enfants pour éviter les problèmes du public. Et aujourd'hui, il est en train d'expliquer à ces mêmes personnes qui donc souhaitent éviter les problèmes du public que non, dans tous les cas, il va faire en sorte que cet échec soit dûment réparti plutôt que de réformer l'institution. Je trouve ça absolument scandaleux et je pense qu'il ferait mieux de se concentrer d'abord sur sa mission qui est celle de l'éducation nationale. Marion Maréchal, est-ce que vous serez candidate aux européennes l'année prochaine? Alors, j'ai dit que j'étais à disposition de mon mouvement.
Je l'ai fait savoir à Éric. Ce sera discuté de manière collective, bien sûr, le moment venu. C'est un peu tôt, je pense, pour aujourd'hui décider qui portera cela. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, je vais vous dire au-delà de la tête de liste, ce qui nous intéresse tous d'ailleurs dans le mouvement, c'est de construire une véritable offre d'un parti de droite français qui aujourd'hui est tout jeune et a encore ses preuves pour défendre un certain nombre d'idées sur le plan économique, sur le plan de l'éducation justement, sur le plan identitaire. Mais si vous n'êtes pas tête de liste, vous serez quand même candidate ou pas ? Dans tous les cas, je serai partie prenante, bien sûr, de la campagne. C'est pas une condition sine qua non pour vous d'être tête de liste Reconquête? Non, parce qu'une fois de plus, ça dépasse l'incarnation. L'objectif, c'est le projet général. On a beaucoup de choses à dire sur cette Union européenne qui ne sont dites, je crois, par personne d'autre. Donc, il faut qu'il y ait une présence Reconquête. Mais ça, on en décidera un peu plus tard. Dernière question plus personnelle, Marion Maréchal. Il y a quelques jours, votre grand-père, Jean-Marie Le Pen, a été hospitalisé suite à un léger malaise cardiaque. Comment va-t-il aujourd'hui ? Écoutez, il va un peu mieux. Il est toujours à l'hôpital ou il est sorti ? Il va un peu mieux. Il est toujours à l'hôpital, mais de jour en jour, on va dire qu'il récupère. Voilà, il est courageux et il ne se plaint jamais. Ça, il est sorti d'affaires, pour autant qu'on puisse le dire ou... Il est sorti d'affaires, en tout cas ses jours ne sont pas en danger. Ouais. Mais disons qu'il est aujourd'hui très fatigué. Mais bon, les médecins sont plutôt très encourageants. Merci à vous d'être venu nous voir dans les 4V. Merci et bonne journée, Marion Maréchal.